Bonjour André Gratchev. Bonjour. Salut Pablo. Bonjour, bonjour. Merci André Gratchev d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev, le dernier président de l'URSS. On vous voit beaucoup en ce moment dans les médias. Vous nous aidez à y voir plus clair, à décrypter ce qu'il se passe sur la stratégie de Poutine, mais évidemment aussi sur la guerre qu'il a déclarée à l'Ukraine. Dans un documentaire récent auquel vous avez participé, qui a été diffusé sur Arte, que je recommande vivement, qui s'appelle Le retour de l'ours dans la danse, qui est disponible d'ailleurs sur le site d'Arte, vous dites ceci, je vous cite, « Poutine est un réaliste, un pragmatique, il n'est pas un idéologue, c'est un joueur stratégique et il fait des paris. » C'est quoi son pari en ce moment? Écoutez, là, en fait, je suis amené à constater une sorte de fracture, non seulement dans l'histoire récente, dans l'histoire européenne, mais aussi bon, je dirais dans la formule à laquelle Vladimir Poutine nous a essayé d'habituer au long de ces 22 ans à la tête de l'histoire de la Russie. Il devient en effet en quelque sorte idéologue, ce qui n'était pas avant. Bon, on peut s'arrêter plus tard sur les raisons de cette transformation, mais de toute façon, on est obligé de recourir à des arguments ou à des spéculations, si vous voulez, idéologiques pour essayer de comprendre, d'expliquer, bon, sachant que expliquer ne signifie pas justifier, il paraît que c'était une formule qui courait en France. C'est une formule qui a été effectivement reprise il y a peu de temps. Voilà. Donc, son comportement actuel, de toute façon, en essayant de le formuler en quelque sorte de l'extérieur, ce qui est mon cas, je suis plus au Kremlin depuis, comme vous le savez, plus de 30 ans. Donc, le sens de cette action, à mon avis, c'est que 30 ans après, presque exactement, presque, bon, si ce n'est pas jour pour jour, mais presque mois pour mois, après la disparition de l'Union soviétique, la démission de Gorbatchev, la date voilà, qu'on a commémorée encore tout récemment, et voilà, auquel j'ai fait mon dernier livre. Il revient avec, dans la politique, à la fois internationale, mais aussi russe, avec le projet, paraît-il, de la reconstruction, pas de l'Union soviétique, parce qu'à mon avis, la multitude des observateurs, des commentateurs qui le soupçonnent de vouloir reconstruire l'Union soviétique. C'est l'Empire qui veut reconstruire. C'est plus compliqué. C'est plutôt le retour à l'Empire russe, comme acteur de la scène internationale, comme aussi, bon, si vous voulez, un acteur du nouveau théâtre mondial qui vient avec le nouveau 21e siècle. Et ça veut dire quoi, André Gratchev? On vous dit que l'Empire, ça veut dire qu'aujourd'hui, il s'en prend à l'Ukraine. Demain, ce sera quoi? C'est les pays baltes, c'est la Suède, la Finlande. Ça va jusqu'où, l'Empire? Non, c'est pas aussi, bon, je dirais aussi, ni rapide, ni linéaire comme cela. Empire Empire russe, dans sa vision, peut bien rester dans ses frontières actuelles. Et d'ailleurs, j'ai des bonnes raisons d'espérer et de croire que ça va être le cas. Mais empire au sens à la fois, bon, on a commencé par évoquer l'idéologie, mais on peut penser à l'empire dans sa tête comme une sorte de centre d'organisation de cet espace à la fois géographique,
mais aussi religieuses, culturelles, qui dominaient sur cet espace eurasien qui était occupé par la Russie et qui prenait, en fonction des époques et des siècles passés, les différentes formes, les différentes appellations. D'ailleurs, l'Union soviétique en étant à sa façon aussi une expression bien différente, contrastée par rapport à l'Empire tsariste, bien sûr, pratiquement un anti-empire, ce que réclamaient les bolcheviks à partir de 1917 et Lénine, parce que toute la démarche de la révolution consistait à mobiliser les peuples de l'Ancien Empire contre le pouvoir tsariste. Et on a assisté pendant pratiquement 70 ans de l'existence de l'Union soviétique à une sorte de paradoxe historique, à une sorte de l'oubli de l'histoire, parce que l'Union soviétique est devenue eh bien, un empire oublié par l'histoire. Vous voyez, les soviétiques et bon, les bolcheviks plutôt, à l'époque, ont réussi de reconduire l'empire russe, largement traditionnel, historique, en l'habillant en un projet communiste largement utopique, mais aux couleurs de la Russie, c'est-à-dire coloré largement aussi de l'aspect religieux, traditionnel, y compris pour la Russie. Ils étaient assistés pour y aboutir par la doctrine communiste, avant tout par un aspect internationaliste qui a offert pratiquement à l'ensemble de la famille de l'ancien empire russe la promesse d'une nouvelle société, d'un nouvel État internationaliste, égalitaire, assurant en plus, selon les promesses de la Révolution, le droit à l'autodétermination de multiples peuples habitant cet empire, mais dans le cadre d'un État. Et depuis, l'Union soviétique s'est peu à peu transformée depuis cette promesse, bon, dirais-je, de l'empire idéologique communiste en un État bureaucratique, certainement après le départ de Lénine sous Staline, qui était de plus en plus basé non sur la promesse du projet bolchevique et communiste, mais sur le retour de la méthode traditionnelle russe, impériale, jusqu'à l'impérialisme. Alors justement, là vous nous avez, vous avez mis de côté en fait le pragmatisme de Vladimir Poutine et vous avez parlé à la fois de l'idéologie et de cette question de l'empire russe. Mais dans une récente interview au Point, vous avez expliqué que c'était aussi parce que la Russie voulait prendre, je vous cite, sa revanche, s'estimant mise au banc du Concert des Nations depuis la chute de l'URSS et qu'elle apparaissait aujourd'hui comme particulièrement belliciste. Alors, on dirait presque, j'ai lu votre interview et on dirait presque que vous parlez d'une question d'ego. Est-ce que ça aussi, c'est une dimension importante, cette revanche finalement de l'ego russe? Ce n'est pas exceptionnel pour les Russes. Vous voyez, même plusieurs années avant cette transformation impressionnante de Poutine, on parlait de la Russie weimarienne. Et voilà, vous voyez immédiatement le parallèle entre le phénomène de l'Allemagne weimarienne au lendemain de sa défaite dans la Première Guerre mondiale et de la paix de Versailles. Dans pas mal des aspects,
et évidemment sans beaucoup de rapprochement des deux exemples, mais la Russie post-soviétique a connu cette évolution parce qu'au lendemain, bon, d'abord, à la fin de la perestroïka, il s'agissait, selon le projet de Gorbatchev, largement réussi d'ailleurs, parce que c'était un projet qui a conduit à la fin de la guerre froide, à la fin de la séparation de l'Europe, à la chute du mur de Berlin. Donc la Russie, dans son projet, devait rejoindre le reste de la famille européenne avant tout, mais le monde dans un sens plus large, parce que dans sa vision et dans la vision de grande majorité des soviétiques à l'époque, soutenaient la perestroïka, le rideau de fer et le mur de Berlin étaient autant des murs, des cellules, des prisons qui renfermaient leur société, qui leur séparaient, bon, du reste du monde, mais aussi de la modernité et de la fin du XXe siècle. Et suite à l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie, déjà post-soviétique, qui ne représentait pas idéologiquement une alternative à l'Occident, avec son ambition, ni un danger que représentait la superpuissance soviétique, espérait de poursuivre ce trajectoire qu'elle avait choisi volontairement. Après tout, il ne faut pas oublier que la société soviétique, à l'époque de Gorbatchev, a trouvé les moyens, contrairement à d'autres régimes totalitaires. Euh, bon, en plus, je trouve la formule assez intéressante, autoritaire. Du XXe siècle, l'Union soviétique et la société n'ont pas attendu, comme l'Allemagne, par exemple, ou le Japon, à ce que la force extérieure vienne pour détruire le système totalitaire à l'intérieur de ce système. Ils ont trouvé le potentiel intérieur au sein de cette société pour s'en libérer. Et à la sortie, ils espéraient bien d'être accueillis, d'être accompagnés, d'être aussi aidés parce que c'était capital, si vous voulez, en entrant dans le tunnel de la transition, surtout pour ce qui concerne pas mal de défis que cette société devait confronter, en commençant par le passage de l'économie dirigiste vers l'économie du marché, d'être accompagné dans sa mue vers la démocratie et vers l'européanisation. Ce qui ne s'est pas traduit en réalité, malgré le fait que côté soviétique, bon, les conditions ont été largement respectées avec non seulement la chute du mur de Berlin, mais l'octroi de l'indépendance à l'Europe de l'Est, la dissolution du pacte de Varsovie, le départ des troupes soviétiques de l'Europe de l'Est. Mais en réponse à cela, on était confronté à la réaction occidentale qui a choisi d'interpréter cette démarche soviétique, cette démarche de libération, de l'autolibération de la société soviétique, comme la capitulation stratégique dont il fallait se servir. Euh, je vais revenir de manière plus brutale peut-être sur ce qui se passe sous nos yeux en ce moment en Ukraine. Vous pensez, vous, qu'il y a encore les bases d'une discussion possible, voire d'une négociation possible, ou est-ce que pour Poutine, il n'y a rien à négocier, il veut reprendre le contrôle sur toute l'Ukraine, notamment eu égard à tout ce que vous venez de nous raconter sur ce sentiment presque d'humiliation, de trahison aussi des engagements qui avaient été pris à la fin de l'URSS? C'est difficile de formuler ou même d'interpréter les dessins de Poutine, d'autant plus que j'ai l'impression que on est en train, dans l'espace de quelques jours, dans
bon, dans une phase quasiment de l'improvisation, parce que je pense que le dessein initial de Poutine de procéder au devenir en Ukraine en quelque sorte de libérateur d'un régime à la solde de l'Occident, c'est ça son interprétation C'est ce que lui de dit, oui. l'image qu'a dû prendre l'Ukraine dans sa tête. Mais donc, il est difficile de formuler pour lui quelle est l'actuelle étape à laquelle il se trouve. Je crois que la formulation des objectifs qui a été donnée en tout début, au moment du lancement de cette opération, en effet, réunit des éléments de de ce statut blessé, de ce statut menacé de sa Russie, de la Russie au XXIe siècle, avec une certaine panique. Une certaine panique d'un dirigeant d'un État et un chef d'un système qui ont amené à constater de ce qu'ils risquent de perdre les derniers atouts qui peuvent garantir à la Russie actuelle sa place sur la scène internationale parmi les nouveaux géants du XXIe siècle. Et donc, la conclusion pour lui, c'est de recourir aux arguments qui lui restent et qui sont largement hérités de l'époque soviétique, c'est-à-dire la puissance, de la superpuissance. Mais là, quand vous vous exprimez, on a l'impression que c'est plus la guerre de Vladimir Poutine que la guerre de la Russie. Quel lien en fait il y a entre le peuple russe et son gouvernement et tout singulièrement Vladimir Poutine? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une réaction du peuple russe qui dise non à cette guerre et qui fasse reculer Vladimir Poutine? Oui, c'est à mon avis, peut-être un des rares facteurs qu'on doit citer actuellement comme des facteurs qui peuvent peut-être immédiatement, peut-être très rapidement, mais de toute façon, agir pour limiter et finalement pour faire échouer cette aventure qu'il avait engagée. Parce que, bien sûr, ça ne vont pas être les sanctions occidentales, les sanctions économiques ou la césure des quelques yachts des oligarques russes dans les ports de la Côte d'Azur qui vont renverser la table, la longue table à la tête de laquelle est assis Poutine au Kremlin, ou qui vont provoquer une sorte de la distinction, de la prise de distance, pas seulement de l'entourage de Poutine, mais plutôt de la masse de la population russe à l'égard de ce régime. Parce que dans l'état dans lequel se trouvait la Russie dans les dernières années de Poutine, de sa direction par Poutine, il est vrai qu'il a pu exploiter largement ce statut ou cette corde nationale, on peut dire nationaliste, dans laquelle se trouvait, selon beaucoup, mais aussi dans la population, pas que dans la tête de Poutine et dans son entourage, le statut et la situation de la Russie non seulement mal aimée, mais rejetée par
ses partenaires occidentaux et même menacé, entouré, subissant la pression, l'encerclement. C'est de ce point de vue que l'interprétation de l'expansion de l'OTAN en direction des frontières de la Russie a été un argument qui a dû travailler aussi la conscience de la population russe. Mais avec cette invasion de l'Ukraine, à mon avis, Poutine a franchi un Rubicon et une frontière qu'il, comme je l'espère, qu'il va chèrement payer parce que là, il a dû se tromper non seulement eh bien, du siècle euh, de l'Ukraine et de sa capacité, de sa volonté de résister, mais aussi de la société russe qui ne veut pas du tout le suivre dans cette nouvelle aventure quasiment impérialiste, surtout engagée contre une partie d'elle-même. C'est comme ça que sont considérés les Ukrainiens dans la tête de grand nombre des Russes qui avaient C'est quasiment une guerre civile. avec ce pays. Bon, n'oublions pas que eh bien, le titre auquel l'appellation de Kiev, auquel beaucoup de Russes sont habitués, c'est la mère des villes russes. Qu'est-ce qui pourrait justement, on a évoqué l'idée pas l'idée, mais le poids que peut avoir la société, les citoyens russes, mais qu'est-ce qui peut arrêter Poutine aujourd'hui? Et vous qui avez été justement proche conseiller d'un ancien président, Mikhail Gorbatchev, comment ça fonctionne concrètement? On dit beaucoup que Vladimir Poutine est un autocrate, il décide seul, on voit ces images où il est avec censé être plus proche conseillers qui sont à l'autre bout de table très très grande. Comment ça fonctionne le système? Qui est-ce qui a de l'influence sur lui? Est-ce que des conseillers ont de l'influence sur lui? Est-ce que d'autres chefs d'État pourraient avoir une influence sur lui? Comment ça fonctionne? Écoutez, déjà, je crois que je dois vous décevoir. Les méthodes de fonctionnement de l'administration soviétique du temps de Gorbatchev n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Étaient bien différentes apparemment de ce qui se passe actuellement au Kremlin, d'après ce que je peux juger. Qu'est-ce qui peut arrêter Poutine actuellement? Bon, déjà, j'ai mentionné qu'il ne faut pas beaucoup compter sur le système des sanctions occidentales. En partie, d'ailleurs, les sanctions, du temps qu'il commence à frapper plutôt la population de la Russie que les vrais et les premiers responsables de cette action, peut faciliter pour le régime de chercher la réconsolidation de la société autour de pays menacés par l'agression prétendue occidentale. Mais ce qui va l'arrêter, c'est bien sûr pour le moment la résistance avant tout ukrainienne, qui peut prendre des formes différentes. On va voir dans quelle mesure elle peut rester dans sa phase de l'opposition, de la résistance militaire. Mais la société est bien là pour, à mon avis, faire preuve de ce que, même si mécaniquement ou militairement, on peut arriver à occuper un certain territoire, ça va du tout signaler qu'il est possible de la gérer, sans oublier que, par exemple, l'aventure soviétique en Afghanistan, eh bien, s'est soldée, bon, avec pas mal d'autres raisons, eh bien, par l'effondrement du système soviétique. Mais l'autre résistance qui, à mon avis, peut et va finalement accélérer paradoxalement pour Poutine, non pas la chute du régime à Kiev, mais plutôt va rapprocher la chute des systèmes de Poutine parce que, bon, un autre parallèle qu'on peut évoquer ici, même si évidemment il s'agit de différents continents, de différentes époques, mais après tout, la guerre des Américains au Vietnam
elle a pris pas mal d'années, mais dans une large mesure, c'était les manifestants anti-guerre dans les rues de Washington qui ont forcé Lyndon Johnson à renoncer à sa candidature pour l'élection. Évidemment, l'histoire russe va prendre une forme très différente par comparaison avec l'histoire américaine, mais regardez déjà les premières fissures qui apparaissent dans le cercle assez proche du pouvoir avec les oligarques qui représentent un des supports importants du régime qui commence à prendre les distances. Et bon, pour le suite, si la guerre ou cette opération va entrer dans la phase d'un enlisement ou d'une guerre quasiment civile, une guerre fratricide, parce que dans la tête, encore une fois, de beaucoup de Russes, il s'agit vraiment d'un peuple frère. À mon avis, voilà, c'est ça qui va jouer le facteur décisif. Alors, Emmanuel Macron, le président français, essaye maintenant depuis plusieurs semaines de calmer le jeu. Il a dit qu'on n'était pas en guerre contre la Russie et qu'on gardait des liens forts et solides avec le peuple russe. Pourtant, depuis hier, le gouvernement se montre assez peu… Ah oui, on se dépêche, assez peu rassurant et dit que le pire est sans doute à venir. Comment est-ce que vous jugez la stratégie diplomatique de la France en ce moment et la communication qu'il fait autour de cette stratégie diplomatique? Bon, c'est en quelque sorte, c'est les règles de jeu. Enfin, de tout dirigeant politique face à une situation d'incertitude, en choisissant parmi les différents scénarios qui paraissent plausibles, il faut s'orienter vers le pire. D'autant plus qu'il paraît que cette dernière conversation, tout comme les deux précédents, ont dû marquer Emmanuel Macron par le constat de ce que Poutine, paraît-il, est en état d'une navigation, d'une dérive qui le porte dans un monde de moins en moins lié à la réalité. Il est vrai que un dirigeant d'un pays aussi grand que la Russie, surtout possédant l'arme nucléaire, bien présente pas mal de dangers, mais en même temps, c'est une leçon aussi pour la société russe à laquelle je reviens, parce que c'est peut-être une meilleure, ou si vous voulez, une pire preuve de ce que un autocrate à la tête d'un État aussi puissant, privé du cercle de conseillers, même des instances, bon, sans parler des institutions démocratiques qui sont nominatifs, mais même du temps de l'Union soviétique, un certain Brejnev ou Khrouchtchev n'aurait pas une telle liberté totale de prendre ses rêves pour les réalités et d'entraîner l'ensemble du pays dans ces aventures. Donc, bon, il est vrai que le réveil, ou plutôt la découverte de la réalité par la direction actuelle russe peut prendre du temps, peut prendre des vies, malheureusement, mais ça ne peut pas finir autrement. Juste une question quand même très rapide sur la diplomatie, parce qu'on a entendu l'ancien président français François Hollande dire que sur la menace nucléaire qui fait évidemment qui fait peur à tout le monde, la menace nucléaire que Vladimir Poutine a brandie, c'était du bluff. Il faut considérer que c'est du bluff, la menace nucléaire brandie par Poutine? Bon, écoutez,
un ex-président de pays a peut-être plus grande liberté de choisir les scénarios voilà, à son choix. Des présidents en exercice devraient être obligés de prendre en considération tous les scénarios, d'autant plus qu'on avait déjà évoqué le terme bluff avant que Poutine ne s'engage dans cette opération de tout point de vue quasiment irrationnel. Si vous voulez mon jugement personnel, je crois que, bon, si je n'utiliserais pas le terme bluff, je le prendrais pour une sorte d'avertissement venant de la part de Poutine, adressé à l'OTAN et aux puissances et aux dirigeants occidentaux, les incitant de se tenir à l'écart de la situation ukrainienne, surtout eh bien, évitant un engagement avec des moyens des forces militaires. Toute dernière minuscule question. Je sais que vous avez été en contact hier avec Mikhail Gorbatchev. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il pense de cette guerre? Bon, écoutez, l'occasion pour moi, ce n'était pas de discuter la situation en Ukraine, c'était son anniversaire. Oui. Voilà, j'en ai profité 91 ans. Pour 91 ans. Mais évidemment, bon, vu son âge, vu aussi le fait de ce que le pouvoir en place a fait pas mal, a investi pas mal d'efforts pour présenter Gorbatchev comme le responsable de cette catastrophe du siècle, c'est-à-dire le fondement de l'Union soviétique, je ne crois pas que Gorbatchev, personnellement, aurait la possibilité d'influer sur l'action de Poutine, mais par contraste, mais d'une façon peut-être beaucoup plus efficace, je compte beaucoup sur ce que j'appelle la génération Gorbatchev, c'est-à-dire cette Russie qui est largement héritière des idées, des projets, des promesses de la perestroïka. Et c'est cette génération, c'est cette société qui, grâce à Gorbatchev, a pu goûter à la liberté, à la dignité, mais aussi à la perspective de retour de la société russe dans la modernité et dans l'Europe, qui finalement jouera le rôle beaucoup plus important que pourrait faire Gorbatchev ou ses anciens collaborateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps pour nous. Je vous en prie.